Bonsoir tout le monde. En tant qu'élu par la population, nous, membres du Conseil de la municipalité régionale de Comté, nous nous engageons à servir nos citoyens au meilleur de nos capacités. Nos choix et nos décisions prendront en compte, en premier, le bien-être et le bien-vivre de notre population dans le respect du bien commun. Le Conseil de la municipalité régionale de Comté prend donc soin de tous les aspects de l'environnement et qui sera l'héritage de nos enfants. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance de la MRC des sources du mois de mai. Donc, on suit l'ordre du jour. Donc, au point 2, l'adoption de l'ordre du jour, c'est tout est conforme, Mme Poitier et Mme Satre. Le procès verbal, donc c'est le procès verbal de la séance ordinaire qui a eu lieu le 15 avril, c'est l'adoption, donc c'est conforme. C'est pour procès de Mme Poitier et Mme Windsor. 3.2, c'est l'adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 6 mai dernier. C'est mon pour vous. Monsieur Bernier, Mme Portier, merci. 3.3, suivi des procès de groupe de la séance du 15 avril et du 6 mai. C'est une information, donc on n'avait pas vraiment nécessairement de suivi. 4.1.1, c'est l'adoption du procès verbal du comité administratif du 8 avril. Ceux qui font partie, M. Perrault, Mme Windsor. 4.4.1, donc c'est au niveau du comité consultatif sur la transition énergétique. Donc, je vais demander à la présidente, Mme Strapp, d'en dire un mot. Je n'ai pas grand-chose à dire dans la mesure où il n'y a pas eu de rencontre depuis le mois dernier. Par contre, on a une rencontre prévue avec le promoteur et une rencontre avec le comité début juin. Donc, à ce moment-là, on aura plus d'informations sur le sujet. Merci. C'est Blue Earth, le promoteur, qui est intéressé à soumettre un projet à Hydro-Québec. Donc, à 6.1, vous avez reçu l'horaire du calendrier des activités pour le mois de mai et juin. À 6.2, l'information, le Conseil de la MRC des sources avait pris l'engagement de faire un suivi à chaque séance des développements dans le dossier de transition énergétique. Le Conseil a pris acte d'ouverture du nouvel appel d'offres AO 2026-01 d'Hydro-Québec pour l'achat d'énergie à partir d'éoliennes en avril. Le Conseil a réitéré son intérêt à accueillir un projet éolien sur son territoire et prend l'engagement d'assurer une communication fréquente sur l'avancement du projet. Un communiqué de presse a été publié le 20 avril dernier avec la position du Conseil. Le Conseil a également confirmé sa position vis-à-vis le développement éolien à la séance du mois d'avril. Nous sommes également en attente d'une marche pour la constitution officielle de la Régie de l'énergie. Le Conseil continue ses travaux pour être en mesure de mieux expliquer le fonctionnement des projets énergétiques et l'implication communautaire. Donc, c'est cette information pour vous. À 7.11, M. Marcotte. Donc, on a quelques projets dans le programme du PAFESPA. C'est un programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives et de plein air. Donc, c'est le ministère de l'Éducation qui a ouvert le programme. Puis, donc, le 7.11, c'est une demande d'appui de la municipalité de Wotton qui désire déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme pour notamment la réparation de la piscine extérieure dans la municipalité et le réaménagement des vestiaires pour la piscine au centre multifonctionnel. Donc, c'est sur le terrain municipal du centre multifonctionnel. Donc, elle sollicite l'appui de la MRC des sources pour déposer cette demande. Ce n'est pas un appui financier, mais c'est un appui régional, de reconnaissance régionale. Parfait. M. Bernier propose, secondé Mme Strapp. On s'en va à 7.1.1.2, M. Marcotte encore. C'est toujours dans le même programme. Donc, c'est toujours au PAFESPA. Cette fois-ci, c'est la ville de Danville qui désire déposer une demande d'aide financière dans ce programme
pour une hauteur de 250 000 afin de mettre à niveau et d'adapter les infrastructures de l'étang urbain, notamment les belvédères, les trottoirs de bois, la tour d'observation, puis les aménagements connexes. Donc, elle sollicite aussi la même nature d'appui de reconnaissance régionale pour son projet. Merci. Donc, pour l'adoption, Mme Mauger, M. Pinard. 7.1.1.3, un peu dans le même volet, M. Marcotte. Donc, cette fois-ci, c'est le projet du Centre de services scolaires des Sommets pour l'école secondaire L'Escale. Donc, c'est le centre de services scolaires qui veut déposer pour rénover les plateaux sportifs intérieurs, la piscine, et créer des plateaux sportifs extérieurs, donc de basketball et de volleyball pour les jeunes. On parle d'un gros projet duquel on n'a pas la totalité du montage financier encore. Mais ici, c'est également un appui moral donc, pour notre infrastructure régionale qui est notre école secondaire. Donc, c'est une demande d'appui comme les autres. Merci, M. Perrault. Et... Pour l'ESTA? Demander à l'unanimité? Oui. Ouais. Parfait. 7.1.2, c'est la demande d'appui à la Fédération québécoise des municipalités. Une révision nécessaire au projet de règlement sur les pratiques dans le groupe environnemental. Donc, la Fédération québécoise des municipalités a déposé une demande au ministère de l'Environnement de la lutte au changement climatique. Donc, de suspendre le processus d'adoption de ce règlement afin de réviser significativement et en associant le milieu municipal à ce processus de révision. Donc, les éléments principaux, c'est renoncer à la préséance de ce règlement sur toute réglementation municipale qui vise la protection accrue de l'environnement, particulièrement nos ressources en eau. On y voit ici une incohérence avec nos plans régionaux des milieux hydriques et la définition même réglementaire des lignes des hautes eaux. Et de lier l'augmentation des superficies en culture au processus d'aménagement du territoire et au respect des planifications territoriales, lesquelles sont élaborées en concertation avec l'ensemble des acteurs du milieu. Donc, on parle ici des articles 52 et 54. Donc, la FQM sollicite l'appui du Conseil de la MRC des sources pour cette demande, si vous êtes confortable avec l'appui. Parfait. Vous êtes prévenu, Mme Portier? Mme Sa. Merci. 7.1.3, c'est la demande d'appui aux producteurs de lait au Québec. Appui à la protection de l'intégrité et de la gestion de l'offre dans le contexte de la CE. Donc, on a obtenu une rencontre avec les producteurs laitiers de l'Estrie. Puis, dans le cadre de la révision de la CEDOM, les producteurs sont assez inquiets d'avoir une fragilisation de la gestion de l'offre. Donc, ils demandent un appui d'abord de la MRC pour protéger la gestion d'offres comme un outil essentiel au développement des entreprises et du dynamisme économique de notre MRC. Donc, un appui pour les producteurs. Monsieur Bernier, secondé, Mme Mauger. Merci. 7.1.4, c'est une demande d'appui au PPAE concernant le développement acéricole en terre publique. Tu m'appelles? Donc, ça va être un petit peu long, excusez pour la longueur. Donc, donc les producteurs et productrices acéricoles de l'Estrie qui demandent à la MRC des sources. Donc, depuis novembre 2021, le gouvernement du Québec s'est engagé à favoriser et à développer la filière acéricole québécoise. Engagement qui s'est concrétisé par la publication en 2023 du plan directeur ministériel pour le développement de l'acériculture en forêt publique. Donc, ce plan précise que le développement de l'acériculture doit s'harmoniser avec les autres usages et activités exercées sur le territoire. Dans cette perspective, une entente a été conclue en 2023 entre le ministère des Ressources naturelles et des Forêts et les producteurs productrices acéricoles du Québec, visant le poids d'une superficie de 1200 hectares à intérêt acéricole envers la région de l'Estrie, ce qu'on appelle l'unité d'aménagement 51-51. Cette démarche a été renforcée par la conclusion en mai 2025 d'une nouvelle entente de principe entre le ministère des Ressources naturelles et des Forêts et les productrices et producteurs acéricoles du Québec, prévoyant l'octroi d'une banque de superficie totalisant 2500 hectares dans cette même unité d'aménagement pour les 20 prochaines années. Ainsi, la table de gestion intégrée des ressources et du territoire et ses membres, dont la MRC des sources fait partie,
souhaite que le développement sylvicole se réalise en considérant les autres usages de la forêt et les droits octroyés ou à venir afin de préserver les conflits d'usage en favorisant le dialogue en amont entre les parties prenantes. La MRC des Sources est membre de la DAGIR et s'investit dans les efforts d'harmonisation que celle-ci s'emploie à mettre en œuvre, notamment par le Parc régional du Nord. Merci. Donc, si vous êtes d'accord, M. Pinard propose seconder. M. Perrault. Sept point 1.5, c'est une demande d'appui à la Journée mondiale de la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Monsieur Marc. Donc, on a été approché par le regroupement citoyen pour la diversité sexuelle et des genres. Donc, on demandait à la Université des Sources de souligner et d'appuyer la Journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, qui a eu lieu le 17 mai dernier. Malheureusement, on n'était pas capable de prendre position avant la date de la tenue, mais on souhaitait quand même vous envoyer cette demande d'appui-là. Donc, si vous êtes confortable, la MRC appuie le regroupement de cette résolution et poursuit la collaboration avec les organismes pour lutter contre l'exclusion sociale. Parfait. Proposé, Mme Sapp, Mme Windsor. Merci. Soit-ci en recours touristique et loisirs, 8.2.1, octroi de contrat à la firme XP pour la conception des plans de vie. La première phase d'aménagement de l'accès cyclable d'Anville par les sources pour lac. Monsieur Dussault. Merci, bonsoir. Donc, c'est un point pour l'adoption. Effectivement, l'octroi de contrat à la firme XP pour la conception des plans de vie de la première phase d'aménagement de l'accès cyclable. La MRC des Sources a procédé en avril dernier un appel d'offres sur invitation pour la conception de ces plans de devis et 4 firmes ont été invitées à déposer une offre. Mais ça, la firme EXP y a répondu. Le montant de l'offre s'élève à 41 995 taxes nettes incluses. Et ce montant sera financé à même l'enveloppe de FRR volet 1 qui a été octroyé en 2023 par la table des MRC d'Estrie pour le projet en question. Donc, il a noté que ce montant ne comprend pas les études environnementales sans celles-ci s'avèrent nécessaires suite à ces plans de devis. Merci. Donc, un beau projet. Mme Forcier propose, secondé. Monsieur Bernier. 10.2.1, Fonds régional, autorisation de signature d'entente sectorielle de développement ESD pour la concertation régionale 2025-2028. Monsieur Marcotte. Donc, les MRC de l'Esprit travaillent ensemble avec la table des MRC de l'Esprit. Donc, pour être capable de réaliser leurs travaux, ils s'unissent autour avec le ministère des Affaires municipales d'un véhicule qu'on appelle une entente sectorielle de développement. Donc, ici, la proposition, c'est pour la période ouverte, dans le cadre de la résolution, permettre notre contribution financière et notre droit à signer cette entente sectorielle pour la partie de la MRC des Sources dans le cadre de notre concertation régionale pour la période 25-28. Merci. Donc, proposé Mme Forcier, secondé M. Pinard. Voilà. 10.2.2, c'est les fonds régions et ruralité. Répondre à la stratégie de développement économique de la MRC des Sources, M. Dussault. Oui, donc il s'agit ici aussi d'un point pour l'adoption. C'est un projet qui a été présenté dans le cadre du FRR volet régional. Port moteur étant la MRC des Sources, le coût total du projet est 35 000 et montant de subvention 35 000 pour 100% du projet, qui consiste à faire une refonte de la stratégie de développement économique de la MRC des Sources. Il y a une série de consultations et d'ateliers de réflexion ainsi que de mandats de collecte de données pompés à l'externe. Et je rappelle que cette stratégie de développement économique datait de 2012, donc nécessitait une refonte aujourd'hui. Merci. Proposé Mme Sapp, Mme Forcier. 10.4, développement social. Le plan d'action gouvernemental de la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale, Fonds québécois d'initiative sociale et le projet Faciliter l'accès aux services pour les familles vulnérables. Monsieur Dussault. Oui, donc c'est un projet qui a été présenté dans le cadre du Fonds québécois d'initiative sociale, dont la MRC en est l'administrateur des fonds localement, avec des partenaires. Donc, le promoteur étant dans ce projet-là de la Maison de la famille, Famille Action. Le coût total du projet, 65 000 et le montant de la subvention demandé, 33 700 52% du projet. Et le projet consiste à créer des liens avec les familles vulnérables et à l'approche de proximité, afin de pouvoir ensuite analyser les besoins de celles-ci. Par la suite, un plan d'action élaboré avec la famille pour lui permettre d'accéder aux services dont elle a besoin.
l'accompagnement vers les différents services facilite ensuite la confiance de la famille envers les intervenants de ces services. Le rythme de la famille respecté tout au long du processus et l'approche de proximité demande un investissement important de temps au départ pour créer une relation nécessaire à l'accompagnement. Donc, c'est un projet qui est un point pour l'adoption. Merci. Donc, M. Pinard propose, secondé M. Bernier. À 10.4.2, c'est le plan d'action gouvernementale de la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale, encore un fonds québécois d'initiative sociale de la transformation alimentaire. M. Dussault. Oui, donc dans le cadre du même programme, le projet qui est présenté maintenant, c'est donc promoteur et cuisine amitié, d'un projet qui est d'un coût total de 74 908 et le montant de subvention est de 49 428 représentant 70 du projet. C'est un projet novateur qui vise à détourner les sites d'enfouissement des denrées encore propres à la consommation, qui sont triés, nettoyés et entreposés adéquatement. Les emballages plastiques et cartons sont également récupérés et les résidus non comestibles servent à nourrir des animaux d'élevage tels que les sangliers et les poules, complétant ainsi la boucle d'une économie circulaire efficace et durable. Le projet bénéficie aussi de nombreux membres de la communauté, notamment à travers les activités de cuisine collective où ces denrées permettent de bonifier les repas préparés. Il y a aussi beaucoup d'accompagnement avec les équipements, avec les intervenants sur place pour aider les familles, les personnes qui sont un peu pour l'adoption. Un autre beau projet, donc, proposé. Mme Ouza, secondé. M. Pinard. Merci. 10.5, développement économique, adoption de la politique d'investissement commune. Fonds local d'investissement, le FLI et le Fonds local de solidarité, FLS, de la MRC des sources. M. Dussault. Oui, donc dans ce cas-ci, un autre point pour l'adoption, considérant que le gouvernement du Québec a annoncé les nouvelles modalités FLI 2026-2028, on est dans l'obligation de mettre à jour notre politique d'investissement. Et à cet effet, il a été préparé un modèle par le FLI et FLS, FDQ, pour utiliser ce modèle pour adopter notre nouvelle politique d'investissement. Considérant aussi que la Commission de développement économique et territorial recommande d'utiliser ce modèle afin d'adopter la nouvelle politique d'investissement. Donc, c'est un point pour adopter cette nouvelle politique et se conformer aux nouvelles modalités du FLI 2026-2028. Merci. Proposé. M. Bernier, M. Perrault, seconde. Transport collectif est adopté à 11.11 et autorisation de signature. Tout document contractuel avec la Société de l'assurance automobile du Québec concernant la perception de la taxe sur l'immatriculation de tout véhicule de promenade. M. Marcotte. Donc, on a eu plusieurs communications dans les derniers mois relativement à ce processus donc de signature pour la perception de la taxation pour le transport collectif. Donc, ici, c'est l'autorisation. On a créé un groupe entre la MRC de Quaticook, la MRC du Val-Saint-François et la MRC des Sources. Il y a eu aussi un alliage avec la ville de Sherbrooke pour se regrouper autour de la taxe sur l'immatriculation des véhicules. Donc, ici, c'est l'autorisation de l'entente avec la SAAQ. Donc, la résolution ce qu'elle stipule, c'est que le préfet et la direction générale sont autorisés à signer les documents contractuels permettant la perception de la taxe sur l'immatriculation. Parfait. Donc, le proposé, Mme Portier, secondé, M. Perrault. .2, règlement 97/2026, visant l'imposition sur une taxe d'immatriculation de tout véhicule de promenade au nom d'une personne dont l'adresse, inscrite au registre de la Société d'assurance automobile du Québec, correspond à un lieu situé sur le territoire à l'égard duquel de la MRC des Sources est compétente. M. Marcotte. Je trouve que le titre résume pas mal ce que le point. Donc, en fait, j'ai pas grand-chose à rajouter. Donc, c'est vraiment ça, le libellé du règlement. Donc, Mme Sarr propose, Mme Forcier l'appuie. D'accord. 11.3, c'est la résolution autorisant un budget sommaire au comité de transition afférent à la mise en commun des activités de gestion et d'exploitation des services de transport et des personnes. M. Marcotte. Donc, toujours dans la même ligne, on travaille avec la MRC du Val-Saint-François pour arrimer les sociétés de transport et les plans de développement
Donc ici, là, il y a eu un comité de transition qui a été mis en place pour la fusion des deux organisations. On parle de Transappel et la SPC des sources. Donc, ils ont fait la demande de pouvoir se doter d'un budget de transition de 102 000 donc, le conseil de la MRC des sources en assume 50 de la facture et on autorise la société de transport, donc la SPC des sources, à pouvoir utiliser ses surplus pour être capable là, justement d'éponger ce montant pour être capable de procéder à la transition. Donc, si vous êtes d'accord, la société de transport peut même procéder. Si M. Bernier propose seconder Mme Moser. Rendu à 12.1, l'aménagement du territoire, le schéma d'aménagement et développement durable. À 12.1.1, adoption du plan de travail, du bilan de la demande à portée collective, l'article 59 de la LPTAA. Monsieur Lebel. Merci, M. Dion. Donc, c'est l'adoption du plan de travail qui a pour objectif de mettre en place une méthode pour collecter et analyser les données requises qui permettent de réaliser un bilan des constructions effectuées dans les îlots déstructurés et dans les propriétés vacantes de 20 hectares et plus depuis septembre 2008, ainsi que le potentiel de résidence restant. Cette compilation de données va servir à la révision du schéma d'aménagement et servir aussi d'outil pour les municipalités. Le deuxième objectif consiste à mettre en évidence des conclusions qui pourraient justifier une nouvelle demande à portée collective sur le territoire. Donc, ça permet ici de mettre en œuvre l'action 14 du PDZA 2 de la MRC des sources, qui est de réviser la demande de portée collective à des fins d'adaptation à la réalité du territoire et d'occupation dynamique de la zone agricole, afin de développer des modèles alternatifs en cohérence avec les aspirations des citoyens de la MRC. Merci. Donc, pour l'adoption, proposée par M. Pinard et Mme Mulder. 12.1.2, c'est la résolution en vertu des articles 110.10.1 et. Étant donné que je suis en conflit d'intérêt avec le projet éolien, je vais me retirer pour le 12.1.2. Parfait, merci. Et 12.1.3. Et 3. Je reviens dans une facile. Donc, 12.1.2, je répète, la résolution en vertu des articles 110.10.1 et 134 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Adoption du règlement numéro 234-2025 relatif au zonage et au lotissement de la municipalité de Saint-Georges-au-Windsor. Donc, M. Lebel. Donc, le Conseil de la municipalité de Saint-Georges-de-Windsor a adopté le 14 janvier 2026 une résolution relatant que 4 élus du conseil municipal possèdent un intérêt personnel dans un éventuel projet d'implantation éolienne sur le territoire de la municipalité, qu'ils s'abstiennent, conformément au code d'éthique et de déontologie de la municipalité, de participer à toute délibération et tout vote concernant le règlement de zonage et de lotissement, puisqu'il contient des dispositions concernant les normes d'implantation d'éoliennes. Ces abstentions créent une situation où le Conseil ne pourra atteindre quorum pour l'adoption de ce règlement. Le Conseil municipal demande donc, conformément à l'article 163 du Code municipal du Québec, à ce que le Conseil de la MRC des sources adopte le règlement municipal 234-2025 relatif au zonage et au lotissement à lieu et place de la municipalité de Saint-Georges-de-Windsor. En fait, donc, on propose Mme Sartre et M. Pinard. 12.1.2. Il y a les deux dans le même. OK. M. Perrault. Vous pouvez revenir. Zonage et lotissement étaient les plans en même temps. Donc, à 12.1.3, l'avis de conformité 539, règlement de 2025-19, modifiant le règlement de zonage 2025-05 de la ville de M. Lebel. Oui, donc le Conseil de la MRC juge conforme, en fait, on recommande ici de juger conforme le règlement 2025-19 qui modifie le règlement de zonage 2025-05 de la ville de Danville pour la modification des usages permis dans la zone industrielle numéro 3, la modification des dispositions visant à encadrer les contraintes sonores ainsi que pour d'autres dispositions et délivrer aussi le certificat de conformité 539, donc pour situer la zone.
C'est situé au bout de la rue du Conseil, là, le secteur qui a été annexé récemment à la ville de Val-des-Sources. Parfait, M. Bernier propose, secondé. Madame Windsor. Merci. 12.1.4, c'est l'avis de conformité 549, règlement 2026-424, modifiant le règlement 2006-112 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale de la ville de Val-des-Sources. Monsieur Lebel. Donc, après analyse par le département d'aménagement, donc il est jugé conforme le règlement 2026-424 qui modifie le règlement 2006-112 sur les PIA de la ville de Val-des-Sources pour la création de critères d'évaluation qui concernent les multilogements, les immeubles de la zone 43 commerciale, donc le secteur de la place de la Traversée, ainsi que pour sa bonification des critères d'évaluation relatifs aux bâtiments d'intérêt patrimoniaux et recommande aussi de délivrer le certificat de conformité numéro 549. Merci. On propose M. Perrault, secondé M. Knapp. 12.1.5, l'avis de conformité 550 du règlement 2026-425, établissant le règlement relatif au projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble pour la ville de Val-des-Sources. Encore M. Lebel. Donc, en vertu de l'article 145.36 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil de la ville de Val-des-Sources a jugé opportun de se doter d'un règlement général sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Donc, après analyse par le département d'aménagement, on juge conforme le règlement présenté par la municipalité de Val-des-Sources et recommande de délivrer le certificat de conformité numéro 550. Merci. Donc, proposé M. Bernier, secondé Mme Corsier. Merci. Rendu au point 13, donc c'est la période de questions pour vous. Donc, ici, j'ai Mme Mercier. Certainement. Bonjour, je suis Mercier, Saint-Georges-de-Windsor. J'ai une première question, ça rejoint un peu la résolution que vous venez d'adopter pour le schéma d'aménagement de la ville de Saint-Jean. Mais plus explicitement, si un futur projet éolien, ben, il va en avoir un projet éolien par Blue Earth, chacun des maires vont devoir appuyer une résolution ou pas pour la ville de Saint-Georges, parce qu'elle ne pourra pas, elle, le faire elle-même, vu qu'il y a une partie du conseil qui est en conflit d'intérêt. Puis, ça rejoint la résolution que vous venez d'appuyer pour le schéma d'aménagement, vu que la ville ne pouvait pas le faire elle-même. Chacun de vous, individuellement, sur quoi vous allez vous baser? Parce que vous ne représentez pas la ville de Saint-Georges, et vous n'habitez pas à Saint-Georges. Vous avez raison, il y a un processus à faire là, qui n'est pas évident. Il y a différents scénarios qui ont été soulevés. M. Marcotte va vous en expliquer un petit peu plus et plus là-dedans tous les jours. Bien, on en c'est passé. Parce que quand il y a un exercice du BAP, on a demandé à la MRC du Granit de venir nous parler de son expérience. Puis à Tabasca, ils l'ont vécu en ce moment avec Saint-Serphine. Fait qu'eux autres, ils ont proposé un modèle. Le Granit, ils n'ont pas eu de municipalité qui ont été dans la même circonstance que Saint-Georges, mais ils ont quand même eu le processus du BAP à jour. Ils viennent juste de passer à travers. Puis ils nous ont parlé de leur retour d'expérience, de ce que ça exige. Puis avec ce qu'ils nous ont présenté, ben, on réalise tout ce que ça exige en termes de préparation. Donc, nous, on est un peu tout en montée en connaissance aussi pour être capable de bien comprendre ce qu'on se doit de faire. Puis là, la nouvelle donnée du contexte de Saint-Georges nous amène à vraiment approfondir cette question-là, comment on va être capable de bien répondre à ces questions-là. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais on est en train de regarder, tant avec les aviseurs juridiques qu'avec des expériences de d'autres expériences similaires qui se sont passées au Québec, comment ils ont fonctionné, est-ce que ça fonctionne. À Tabasca, en ce moment, ils n'ont pas encore passé dans le BAP pour le projet. Donc, ils n'ont pas le retour d'expérience du test du réel de ce que ça fonctionne ou pas. Fait que nous, on est un petit peu en train de travailler ça. Puis on est en plein dedans, justement. Fait que on aimerait bien vous donner des réponses. En tout cas, si je suis en mesure, je suis dedans tous les jours, mais je suis dedans tous les jours à me poser des questions, pas à avoir des réponses. Oui. Non, juste pour vous dire, vous avez raison. Chaque maire, mairesse, là, c'est lourd. C'est lourd. Fait qu'on veut, on veut comprendre, on veut savoir la meilleure façon de faire, mais je peux vous dire que c'est très lourd pour nous.
Je vais vous faire une petite suggestion. Oui, Merci. Dans le fond, bonjour. Merci de soulever le point. En fait, moi, je veux juste apporter qu'on a eu la discussion, parce que ta question, je l'ai sentie adressée au maire émérite, Bien sûr. de dire comment on va être à l'aise. On n'a pas la réponse encore, mais je veux juste que vous sachiez qu'on a des conversations à dire comment est-ce qu'on va s'assurer d'être à l'aise avec cette prise de position-là. Puis le comment n'est pas déterminé encore, mais nous préoccupe. Fait que je voulais juste apporter cette clarification-là. Je peux vous faire une suggestion pour le comment. Allez-y. Un référendum. Ça serait pour mesurer au moins la population, s'il en veut l'un ou pas. Ce serait une bonne base. Deuxième question. Allez-y. Attendez. Ah oui, fonctionnement de la régie de l'énergie. Moi, je me questionne. Ben là, j'ai comme compris qu'elle n'était pas encore en vigueur. En tout cas, sûrement que c'est avancé. Là, si jamais il y a un projet, que la majorité des municipalités sont d'accord, qu'ils y embarquent, là, puis il y en a une ou deux qui ne veulent pas embarquer dans un projet X. On va prendre le projet éolien, mettons. C'est quoi le mécanisme? Parce que là, ils sont tous embarqués dans la régie des municipalités, si je comprends. Mais pour un projet X, ils disent non, moi, celui-là ne m'intéresse pas. Mais ils sont embarqués, là. Ils peuvent-tu débarquer pour ce projet-là, mais rester, exemple, pour le projet solaire ou d'autres projets? Je veux corriger, il y a 5 municipalités présentement là, qui font partie de la régie. Mais oui, vas-y. Donc, quand il y a eu des discussions sur pourquoi on crée la régie, puis qu'est-ce qu'on met en commun dans le cadre de la régie, c'est la compétence d'investissement. Puis, ce qui a été stipulé par les membres, c'est que ce n'est pas au choix de la technologie qu'on veut investir. Si on veut investir dans un bon plan d'affaires qui va atteindre les objectifs qu'on veut, c'est-à-dire générer des leviers financiers pour les collectivités. Donc, la régie ne fait pas, à part le fait que ce soit par exemple, du nucléaire ou des technologies, par exemple, du gaz de schiste, des choses comme ça qui seraient complètement à l'extérieur des enlignements de territoire. Puis ça, c'est quelque chose qui va devoir se travailler avec la MRC, qu'on appelle les lignes d'investissement. Ces lignes-là, c'est sur des technologies qui ne cadrent pas dans les planifications du territoire. Okay? Donc, par exemple, le nucléaire, ou un esprit Andropole 2.0, dans le cas, on ferait de la méthanisation des déchets. Mettons, ça a été nommé comme étant un contre-exemple dans lequel on va s'assurer que les lignes de la MRC fassent en sorte que la régie n'aille pas investir. Par contre, les membres sont solidaires sur le fait que quand il y a un projet qui cadre dans les objectifs, ben, il n'y a pas de j'en choisis un, j'en choisis pas un autre. Là où il y aurait une sortie potentielle d'une municipalité, c'est lorsqu'il y aurait demande de règlement d'emprunt, demande de signature de registre dans une municipalité par rapport aux autres, où là, ils ne seraient pas capables de prendre l'emprunt. Donc là, il y a une discussion entre les autres membres s'ils acceptent de prendre cette partie de dette-là, ou si on va la lever à l'extérieur, par exemple avec les Abénakis. Okay? Donc, mais c'est ça la mécanique de retrait au niveau de l'investissement. Par contre, une municipalité qui ne souhaite pas un projet, son appui d'acceptation d'un projet, ce n'est pas via la régie. Okay? La seule perspective de la régie, c'est l'investissement, le calcul de risque puis les retombées économiques. C'est vraiment son regard, son angle. Donc, l'acceptation d'un projet, c'est au régional. Puis Hydro-Québec, dans le dernier décret, c'est aussi au local. Donc, il y a deux perspectives là-dedans où il doit y avoir, lorsqu'il y a un projet sur son territoire, la municipalité locale doit se prononcer. Donc, donc, ben, tu m'as peut-être perdu un peu, mais mettons, si j'ai bien compris, mettons la municipalité Saint-Georges appuierait pas le projet lien, on dit des exemples, là, mais qu'il répondrait dans le cadre de l'investissement de la régie puis tout ça. Exact. Il pourrait être d'accord dans le projet d'investissement. La régie pourrait prendre une position dans laquelle elle serait prête à investir, puis la municipalité locale, après ça, elle dirait non pour l'implantation du projet sur le territoire. Et là, on aurait une incohérence, Ouais. Mais c'est deux niveaux de pouvoir distincts à laquelle la municipalité, le conseil de Saint-Georges confie la responsabilité à la régie de prendre cette décision-là, dans laquelle ils sont partie prenante, mais ils ne sont pas majoritaires. C'est une décision collective au niveau de l'investissement. Par contre, tout ce qui est de l'implantation, ils sont souverains dans la prise de décision. Fait que si je comprends bien, si mettons qu'elle ne voudrait pas la municipalité, mais là, elle n'est pas majoritaire, la régie voudrait,
puis ça se ferait pareil. C'est ça Seulement l'investissement, mais un investissement dans l'implantation, ça va être difficile. Mais l'implantation ne pourrait pas se faire physiquement. C'est ça. Fait que finalement, il n'y aura pas de preuve. Mhm. Tu vas voler la mécanique. Donc, l'acceptation de l'implantation d'un projet, ça, c'est une gouvernance qui est locale et régionale. Puis pour ce qui est de l'investissement, donc la prise à partie dans un projet de société de production d'énergie, ça, c'est confié à la région. OK. Ça va? Ben, une dernière, là, avec l'ordre du jour, le transport collectif, là, vous avez passé vos résolutions pour adopter la perception de la taxe, là. C'est bien 35 piastres, c'est. Pouvez-vous nous parler du service brièvement? Exemple pour les gens de Saint-Georges, le service de transport collectif. Dans le transport collectif, présentement, la discussion n'est pas terminée dans le sens jusqu'à où on va offrir le service. Dans le fond, j'ai posé la question parce que, tu sais, dans tous nos villages, on a tous des rangs, des personnes qui présentement, on ne va pas les chercher. Là. Fait que j'ai posé la question, ben, ça coûte toujours plus cher le transport, les véhicules. C'est pour ça qu'on a besoin de ce 35 $-là, mais en même temps, pour moi, je veux qu'on aille chercher nos gens à la campagne. Mais cette décision-là n'est pas éclaircie encore, ça va être vraiment une décision politique. Si on va dans ce sens-là, ben, peut-être que des services, là, je dis ça comme exemple, là, peut-être que le service de chez moi qui sera coupé pour en mesure d'aller chercher ces gens-là. Mais c'est pas une décision qui est présentement. Parce que je ne connais pas le service actuellement. Il y a du monde qui embarque dans l'autobus pour aller à Sherbrooke. En ce moment, là, on dépasse les 15 000 déplacements annuels. La société de transport Targan 300. On a été obligé de réduire un petit peu parce que le service de la université était du porte-à-porte jusqu'à peu près en 2022, partout sur le territoire. Donc, tu réservais là 24 heures d'avance. Ça ne devait pas être très rentable. C'était tellement dispendieux, puis les programmes du ministère ont changé. Donc, nous, on était en développement, puis ils se sont rabattus sur les achalandages de 2019 avant la pandémie. Comme nous, on était en développement depuis la pandémie, ça nous a occasionné beaucoup de contraintes budgétaires. On est obligé de réduire le service. Donc, on est obligé de se concentrer uniquement au niveau des noyaux villageois. Fait qu'en ce moment, toutes les adresses à l'intérieur du noyau villageois à Saint-Georges, à Watton, donc, ils peuvent être desservis en porte-à-porte, mais la ruralité, non. Fait que là, le plan de développement, on s'est doté d'un plan de développement avec le Val-Saint-François. C'est plusieurs choses, dont notamment de réouvrir le plus large possible le porte-à-porte dans la ruralité. C'est juste qu'il faut qu'il y ait une bonne évaluation des coûts. Ici, un état des routes, parce qu'on brisait les autobus à aller dans les rangs, là, vraiment, de maganer aussi l'hiver. Donc, il y a un ajustement du plan. Il faut se donner une vision plus claire de ça. Puis faire des stratégies de rabattement pour avoir des lignes plus régulières avec un système de transport qui n'est pas juste je réserve 24 heures d'avance. Si j'ai besoin du transport court terme ou les fins de semaine ou les soirs, comment je peux me rabattre sur un service plus performant? Donc là, c'est ce qu'on veut faire. Et donc, on a plein de scénarios dans le plan de développement. Il faut juste qu'on priorise parce que 35 $, c'est une convergence de tout. Là, les MRC puis la vision de tout le monde. Mais, si on avait voulu avoir un super projet, ça aurait probablement été beaucoup plus dispendieux que ça, mais il y a eu un souci aussi de la capacité de payer des contribuables. Donc, l'idée, c'est d'essayer de trouver la meilleure avenue pour aller créer plus de rabattement possible dans la ruralité vers les lignes, pour permettre aussi une structure vers les institutions qu'on a à Sherbrooke. Et enseignement supérieur, institutions de santé, tout ça, parce que la plupart sont centralisés maintenant à Sherbrooke. On a de la délocalisation d'équipements qu'on avait ici au C3S, par exemple, qui sont rendus à Sherbrooke parce que les spécialistes sont à Sherbrooke et ne se déplacent plus. Fait que ça, c'est un exemple qu'on veut s'assurer d'offrir une alternative auquel les gens peuvent se rabattre. On a aussi un système de transport intelligent qu'on est en train de réfléchir. On est en déploiement, pas juste en réflexion, on est en déploiement, pour qu'il y ait des billetteries électroniques, qu'il y ait de l'intermodalité entre les différentes sociétés. Tu sais, en ce moment, la STC des sources, quand tu achètes ton billet, il faut t'en racheter un au Val parce que tu transfères à 11 heures, il faut t'en racheter un à Sherbrooke. L'idée, c'est qu'on soit intermodal dans la région de l'Estrie. On n'est pas rendu là. Mais le fait de se donner des leviers financiers pour le développement du transport, c'est pour permettre d'atteindre à terme cette vision-là, d'avoir une alternative réelle à l'auto solo. Donc, dans un contexte rural, c'est un défi, mais c'est à ça qu'on aspire.
Monsieur le Président, est-ce que je pourrais répondre à la question de Mme Mercier? Oui. En fait, en ce moment, le service de transport collectif, comme a dit M. Marcotte, est quand même disponible dans les villages. Donc, vous pouvez appeler pour réserver le jour d'avant, après votre transport. Ça coûte 4 $ pour y avoir accès. Puis c'est accessible, si je ne me trompe pas, de 6 h le matin à 6 h le soir. Donc, vous appelez, vous pouvez aller voir sur leur site Internet, toutes les informations sont là. Vous appelez pour réserver. Ils vont vous dire où aller là, au village pour y avoir accès. Puis, vous pouvez vous déplacer là, partout dans la MAX et les sources avec le transport. Puis, il y a aussi là, certaines exceptions qui font du transport aussi à Sherbrooke. Donc, il y a des sorties parfois qui sont organisées. Puis, comme j'ai dit, c'est vraiment 4 $ le service. Parfait, merci. De rien. C'est sûr qu'on va vouloir faire le plus possible avec ce qu'on va avoir, là, mais jusqu'où on va pouvoir aller, c'est la question. Et M. Gino. J'ai vu une rencontre sur le projet solaire, je ne sais pas exactement, je pense que c'est au mois d'avril. Vous avez adopté le projet solaire Au mois de mars. au mois de mars. Bon. La rencontre a eu lieu, je pense, à 6 h le soir, ça se peut-tu? Le séance extraordinaire du 21 c'est ça. Je ne me rappelle pas par cœur. C'est ça. 4h30, quoi. Je me demandais pourquoi que la rencontre est cédulée à 6 h. Vous avez sûrement une raison. Pourquoi on l'a cédulé à 6 h? Oui. On avait une réunion de route diligente avec une firme d'indépendante. Puis un coup que la réunion était terminée, comme les élus étaient tous rassemblés, on a planifié la séance extraordinaire pour le dépôt du projet à Hydro-Québec. Donc, l'appui au projet du Conseil de l'Investissement a été fait en février. Là, on était seulement à l'étape de l'investissement. Pourquoi c'est l'INC qui l'a fait? C'est comme la régie, on pensait obtenir le statut en mars, fin février, début mars. Donc, ça n'a pas été le cas. Donc, on est toujours encore en attente du décret constitutif de la régie. La NSA a dû prendre la place de la régie temporairement, le temps de déposer, parce que la date du dépôt ne pouvait pas être modifiée. Donc, la séance extraordinaire qui a eu lieu le 25, c'était à la suite de la revue diligente pour l'investissement. Pour l'appui au projet, il avait déjà été donné en février. Donc, les citoyens avaient le droit d'assister à ça. Il y a eu des citoyens aussi. Sauf que c'était 6 h, là. C'est un peu. Je comprends que vous autres, vous êtes rendus ici, là. Vous êtes là, mais les citoyens, c'est pas trop une bonne heure. Puis il y a aussi encore une fois, c'est la publicité de ça. On ne le sait pas. Tu sais, je veux dire, c'est sûr, vous allez dire ça ne change rien, vous allez adopter. Et, mais tu sais, c'est un peu insultant pour les citoyens. Je sais que c'est peut-être pas volontaire de votre part, mais en tout cas. Non. Juste à titre de réponse, à la séance extraordinaire, il y avait plus de citoyens qu'aujourd'hui à 1 heure plus tôt. Donc, tu sais, si vous n'étiez pas disponible, ça ne veut pas dire que l'information est communiquée. Je n'ai pas vu. C'est juste mentionner qu'il y avait quand même 6 personnes, il y avait 4 ou 6 personnes. Donc, c'est déjà plus qu'aujourd'hui. Puis c'était une séance plus tôt. Il y avait 6 personnes? Entre 4 et 6 personnes. Ah, OK. Ensuite, vous avez lu tantôt le 7.11 au niveau de la ville de Wharton. C'est possible de me relire ça parce que c'est au sujet de la demande pour. Le papier de pas? Oui, c'est que la municipalité de Wharton demande une aide financière dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air afin de procéder à la réparation de la piscine extérieure municipale et au réaménagement des vestiaires du centre multifonctionnel, et ce, afin de mieux répondre aux besoins des utilisateurs, notamment dans le contexte du parcours de piscine projeté. À cet effet, elle sollicite l'appui du Conseil de la MRC des Sources pour le dépôt de cette demande. C'est juste que la réparation de la piscine, il faudrait peut-être changer ce terme-là, hein, parce que vous avez vendu la piscine, puis vous n'avez pas voulu la réparer. Fait que, tu sais, c'est. Quand on lit l'ordre du jour, là, vous allez aller plus tôt, il n'y a pas de réparation pantoute parce qu'il n'y a plus de piscine. Vous avez raison. Vous savez? Vous avez raison. C'est juste corrigé, là, c'est pas grave.
Si je vais aux assemblées, je sais ce que vous voulez faire. Oui. C'était juste pour faire la collection. Parfait, je vais noter. Il y a un autre point, le point des acériculteurs. C'est le point 7.14. Une question, oui? Oui, c'est le but de ça, c'est le gouvernement, si vous le lisez, je ne sais pas, c'est un peu, excusez de vous faire Je vais vous le vulgariser. l'expliquer peut-être en gros. Là. OK. Donc, il y a une entente entre les producteurs, productrices acéricoles du Québec et le gouvernement du Québec pour dire on va prioriser le développement, pas prioriser, mais on va octroyer des permis pour pouvoir il y a l'implantation d'acériculture à l'intérieur des terres publiques. Et nous, sur le territoire, les terres publiques, c'est les limites du parc régional du Moine, à peu près. Mais dans la région d'Estrie, il y en a beaucoup au Grandet, il y en a beaucoup dans l'Haut-Saint-François. Donc, l'entente, ça stipule que sur une durée de 20 ans, à peu près, il va y avoir 2500 hectares de superficie dans le territoire public qui va être consenti pour de la sériculture. Fait que c'est progressif. Dans le fond, le fait d'octroyer ces permis-là. Ce que les producteurs acéricoles demandent, c'est 2500 tout de suite. Nous, ce qu'on dit, c'est que, comme nous, notamment, on est des bénéficiaires de droits en terre publique pour l'activité récréative qui est le parc régional du Moine. Il y a des bénéficiaires de droits qui sont la chasse, les Abénaquis, les producteurs forestiers et les trappeurs. Donc, il y a une médiation des usages. Donc, il y a des espaces qu'on est déjà capable d'identifier comme un potentiel. On est capable de les octroyer maintenant. Et il y en a d'autres qui sont plus complexes. Si on est capable de choisir les bons territoires qui n'auront pas de préjudice dans tous les utilisateurs de la terre publique, notre perspective à nous, c'est de dire on est d'accord au fait qu'il y a de la sériculture qui se développe en terre publique. On pense que c'est un bon usage. Mais on pense que ça doit se faire avec une saine gestion de tous les autres usagers. Puis il y a une table en place qui s'appelle la table GIR pour la mitigation de ces usages-là. Donc, il y a chaque parcelle qui doit être retirée pour les autres droits. Comme par exemple, pour obtenir le parc régional du Moyen, il a fallu qu'on passe 4 ans à négocier avec tous les ministères et les bénéficiaires de droits pour être capable d'avoir le parc. Puis ça n'enlève même pas les autres usages. Donc, on pense qu'il y a ce processus-là, s'il est bon pour un usager, il est bon pour les autres. Fait qu'on appuie les producteurs acéricoles, les producteurs acéricoles électriques, mais dans la perspective du cadre de gestion qui a été mis en place. Puis on croit que l'échéancier est proposé et respectueux de ça. Donc, c'est ça la prise de position. Donc, c'est une demande des producteurs de dire on veut ça tout de suite. Nous, on dit on est d'accord à ce que vous l'ayez dans la perspective du 20 ans qui a été demandé. C'est bon? Parfait. Maintenant, ça m'amène au commentaire de Mme Sapp qui avait dit qu'il va y avoir une rencontre avec le comité consultatif avec un nouveau promoteur. C'est ça que vous avez dit ou? En fait, on va avoir une rencontre début juin. En fait, la prochaine rencontre début juin, ça va être possible pour nous de rencontrer Blue Work, qui est celui qui peut aller en soumission pour les projets éoliens. Donc, on va se voir à ce moment-là. D'accord. Et là, c'était justement parce que pour souligner ça, présentement, dans la ville de Wharton, dans le rang 2, sur 10 signataires, parce que malgré que le promoteur vient nous proposer ça, ça fait quand même depuis 2023 qu'il se promène et a fait signer des contrats d'exclusivité. Okay? Puis là-dessus, sur les 10, ben, il y a 5 acériculteurs. Là, je comprends mal. Vous savez, je comprends qu'on veut développer dans le coin du Mont-Ham des nouvelles terres qui ne sont pas développées à l'acériculture, mais est-ce qu'on va protéger ces terres-là là, qui sont déjà des acériculteurs? C'est pas la même chose. C'est pas le même débat. C'est pas en terre privée. La sériculture en terre privée, puis la demande des producteurs acéricoles de développer les contingents en terre publique, c'est vraiment deux débats, deux philosophies différentes. Il y a un régime et un autre. Donc, je pense que ce qu'un citoyen décide de bomber comme entente sur son territoire, c'est pas notre prérogative, c'est pas en lien avec la résolution d'appui pour les producteurs acéricoles.
Donc, c'est vraiment deux choses que je comprends. Je comprenais. C'est la production, c'est les C'est un peu, tu sais, on aide d'un côté, on n'aide pas de l'autre côté. Tu sais, ben, c'est des, comme vous dites, on des est choix personnels de personnes. Là, mais, tu sais, il faut souligner un peu la différence, là. Je reviens, parce que la dame, tantôt, quand elle a parlé pour Saint-Georges, j'imagine, M. Perrault, vous n'étiez pas là pour aider, pour expliquer votre règlement. Non, M. Perrault. Ça, c'est sûr que non. M. Perrault, il se retire systématiquement, puis donc il le fait et on y oblige. Là, il n'est pas présent. Vous pouvez demander à n'importe quel MRS qu'est-ce que fait René quand c'est des questions de Saint-Georges-de-Lauzard. Il se retire systématiquement. Il sort de la salle. Il n'est pas collé. Non, ce qui explique un peu la difficulté aux autres maires de décider, disons, pour un règlement que ce n'est pas la municipalité. Vous avez mentionné qu'Arthabasca, ils n'ont pas. Vous attendiez peut-être, parce que d'autres sont peut-être plus avancés dans le projet, vous attendiez un peu leurs résultats pour vous guider. Ça aurait été peut-être, pourquoi l'approuver tout de suite, vous n'avez pas été mieux d'attendre que Arthabasca, si vous avez approuvé un règlement que vous n'êtes pas sûr. Il me semble que ça aurait été prudent. Le règlement. Non, ça, c'est le processus de consultation publique qui a été fait à Saint-Georges-de-Windsor. Le conseil, dans l'adoption du premier projet de règlement, il pouvait le faire tout à fait correctement, puis ça a été dans une continuité. Donc, le changement de conseil, c'est là, vous dans le changement de conseil pour l'adoption du règlement final. Le processus de consultation, puis la mécanique de travail sur la réglementation municipale à Saint-Georges a pu se faire en bonne et due forme le précédent conseil dans la structure antérieure. Du côté d'Arthabasca, la nuance, c'est que Sainte-Séraphine est dans la même posture que Saint-Georges-de-Lauzard. Donc, c'est le retour d'expérience de ça que nous, on regarde. On n'a rien adopté par rapport aux éoliennes. Actuellement, on est en train de s'intéresser à ce qui s'est passé là-bas pour l'acceptabilité sociale que je parlais tantôt. Merci. Une dernière? Ben, j'en aurais deux. Ben, vas-y, regarde, on vient pas souvent, une fois par mois. Hein? Je veux dire, c'est le fun, hein? Justement, le monsieur, je ne connais pas votre nom, là. Excusez. Mais vous avez parlé au 10.22 que pour les femmes des régions ruralité, ils vont avoir une firme qui est engagée. Ils vont avoir des consultations. C'est des consultations publiques ou c'est des consultations entre maires ou entre directeurs de municipalité? La remontada, c'est un peu de tout ça, dans le fond, pour élaborer la prochaine stratégie de développement économique, consultation élargie, ça s'insère tout dans le cadre de tout ce qui est fait déjà avec l'agenda 21. Ça s'imbrique aussi avec les autres stratégies cadres électorales. Est-ce que ça va être des rencontres comme l'agenda 21? Comment ça va se faire par une municipalité? Comment on va procéder? C'est trop tôt pour donner des détails sur toute la mécanique de consultation, mais c'est ce qui est en train d'être élaboré par l'équipe. OK, c'est en train de se faire. OK, merci, monsieur. Dernière question. C'est un nouveau rapport qui est sorti des compagnies d'éoliennes. OK, on recommande une distance sécuritaire de 400 mètres. J'ai un voisin qui a signé pour une éolienne. À Wotton, les terrains ont 800 pieds de large. S'il la pose à la limite de son terrain le plus loin de chez nous, 400 mètres, ça donne 400 pieds chez nous. Qu'est-ce que je fais? Moi, si je me promène là, c'est une zone considérée comme non sécuritaire. Je suis comme un peu exproprié dans mon terrain. Ben, dans le règlement, vous savez, le règlement Wotton, on parle de 600 mètres.
Là, vous me dites 400, 400 mètres, oui. mais il ne pourra pas. Ben oui, monsieur, parce que, monsieur Dion, les terrains ont 800 pieds de large. Il ne peut pas la cacher. Ben là, je comprends pas, là. La distance, La distance, c'est pas sur les limites de terrain, c'est sur les propriétés. ben oui, mais monsieur, Mais bon, 400 mètres, là, quand même, ça serait. Moi, je ne peux pas, sécuritairement, je ne peux pas me promener 1200 pieds. 400 mètres, c'est 1200 pieds. Maintenant, nous Bien la que ça- partagé, votre étude, vos documents que vous. Je vais vous faire parvenir ça, Avec mon cher plaisir. monsieur. Je regarderai ça. Mais juste pour vous dire, la réglementation de la municipalité de Guatemala, donc minimalement, c'est 600 mètres d'une résidence. Je suis complètement, Minimalement. complètement Donc, d'accord. Les 200 pieds, là. C'est pas ça. Ouais. Fait que- Oui, donc, ça, je suis bien conscient qu'il va la mettre. Mais si, mettons, il la met à, on parle de 600 mètres, ça fait 1800 pieds. S'il le met au bout de mon terrain, c'est quand même mon terrain, il y a juste 800 pieds de large. Sa distance, elle va couvrir une partie de mon terrain, même s'il n'y a pas de maison là. Mais si moi, je vais aller, exemple, un acériculteur qui a une cabane à sucre, il est dans son rayon d'action. C'est nouveau, ça vient de sortir. Ça fait pas longtemps qu'il vient de sortir. Quand le règlement de Waterton a été fait, celui de Saint-Georges, vous aviez regardé ce qui se faisait sur le marché. C'était pas sorti, ça. Si vous allez visiter des parcs éoliens, vous apercevrez, ceux qui sont en forêt, ils n'ont pas mis ça, mais ceux qui sont proches, où il y a des citoyens, il y a des pancartes, à vos risques. Risque de chute de glace. C'est écrit, il y a des pancartes. Je fais juste vous le dire. Vous en faites ce que vous voulez. OK, c'est. Mais je vous signale que je vais être une partie de mon terrain qui va être expropriée. Monsieur Campagnon. Bonjour, Jean Campagna, Saint-Georges-au-Windsor. Je pense que j'avais écrit en premier question antérieure. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Je vais chercher des réponses à des questions que j'ai posées antérieurement lors de d'autres séances, puis des petites précisions. Je commence par, en octobre dernier, j'avais posé la question de la démarche d'information. C'était quoi les frais encourus? M. Marcotte m'avait répondu, on est rendu à 220 000, 230 000 à peu près. De quoi? Excusez, je ne comprends pas. Les frais encourus par la MRC pour la démarche d'information sur les énergies renouvelables. OK. Bon. Ben, je n'étais pas là au mois d'octobre. Ah bon? Je suis comme. Juste une Ouais, mise c'est en vrai qu'il y a contexte. OK, ben, mise en contexte, on m'avait dit à l'époque que démarche d'information, sondage, forum, OK. table sectorielle, la formation du comité consultatif, tout ça, ça rentrait dans la démarche d'information. Puis on était rendu quasiment 230 000 de flobé en octobre dernier. Fait que là, je voulais savoir, on est rendu où? Les dépenses ont Depuis la plupart de ces dépenses-là ont toutes eu lieu en 2024. Depuis ce temps-là, le comité consultatif, là, on a une compensation, là, de mémoire, c'est 50 $ par réunion par membre. Là. Fait que je pense que dans toute une année, on a peut-être dépensé 4 ou 5 000 $ pour la mise en place du comité, frais de déplacement, tout ça. Mais sinon, on n'a pas eu d'autres consultants, d'autres ressources, on n'a pas rien eu d'autre à débourser. Donc là-dessus, vous n'avez pas à vous inquiéter sur ça, il n'y a pas de dépenses. Puis, tu sais, c'est un processus de consultation publique. Fait que c'est une de nos mairesses avait déjà mentionné, c'est le prix de la démocratie. Ah, vous? Fait qu'on sera rendu, on est encore en bas de 250 000. Ben, d'après moi. Ouais, OK. La régie d'énergie, les règles de fonctionnement, est-ce qu'ils sont établies? C'est-tu rétabli? Ça, c'est parce que j'avais posé la question à M. Grimard à l'époque, en janvier dernier d'ailleurs, puis il m'avait dit, ben là, ça donne bien, on a une rencontre de travail le 28 janvier prochain pour justement plancher sur les règles, établir les règles de fonctionnement de la régie. Est-ce que c'est complété? Oui, ils sont travaillés. La seule chose qu'on attend, c'est l'Assemblée de Constitution. Donc, dès qu'on a le OK du décret du ministère des Affaires municipales, on va faire l'Assemblée de Constitution
Donc, on a des contacts avec le ministère des Affaires municipales. Avec le changement de ministre des Affaires municipales, ça a retardé. Mais là, on s'attendrait à pouvoir obtenir le décret d'ici la fin du mois de mai ou début du mois de juin, ce qui fait en sorte que là, il y a un délai de 60 jours là, avant que ça puisse être effectif parce que c'est une publication. Donc, à la Gazette officielle. Donc, ce processus-là va faire en sorte qu'on va pouvoir tenir notre assemblée de consultation, on espère, au début du mois de septembre. Donc, au début du mois de septembre, tout ça va être adopté. D'ici là, on va s'assurer que toutes les propositions, tout est prêt pour qu'on puisse élire les officiers, adopter les règlements 1, etc. Là. Donc, je vous dirais, là, à peu près fin d'été, début de l'automne, c'est là que ça va se passer, mais il faut attendre. Il y a des délais impondérables sur lesquels on n'a pas rien de formation, mais c'est là qu'on va pouvoir aussi les communiquer publiquement, les rendre disponibles. Il y a un désir de communiquer l'ensemble des formations. On avait déjà répondu à une question à cet effet, c'est-à-dire est-ce que ça va être transparent sur les outils, tout ça? Ben, oui, l'objectif, c'est de les rendre disponibles le plus tôt possible. Mais bon, pas évidemment avec qu'elles soient adoptées. Donc, les membres là, de la régie pourraient évidemment procéder à des ajustements ou autres. Si je vous donnais l'information, elle pourrait être erronée demain. Là. OK, bon, le Canva est fait, mais ça n'a pas été encore officialisé comme tel. La version finale n'est pas complétée. Ça va vraiment se finaliser à l'Assemblée de Constitution. OK, puis on peut penser qu'il va y avoir une rencontre publique pour présenter ces règles de fonctionnement-là. C'est une autre question que j'avais posée à M. Grimard. Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à cette question-là. Oui, ben, il m'avait dit qu'on en prend en note, puis on va emmener ça au Conseil des maires pour décision. À savoir s'il va y avoir une rencontre d'information pour présenter les règles de fonctionnement de la Régie d'énergie à la population. Ben, ça a été discuté à la Régie, par contre, le comité, en ce moment, on appelle ça un comité, sur le fait qu'il y a un désir de mieux vulgariser et mieux communiquer le rôle de la Régie, ses outils. Donc, ça fait partie des éléments. Mais spécifiquement, votre question, est-ce qu'il va y avoir une assemblée de consultation pour expliquer les règlements? On n'a pas été jusqu'à ce niveau de détail-là. Mais la préoccupation sur la communication de l'information de la Régie, son rôle, son fonctionnement dans le processus, un peu comme on l'a fait avec le CCTI, ça fait partie des éléments de préoccupation sur lesquels on travaille. Donc, évidemment, l'idéal, c'est de travailler cet été pour qu'on soit capable de tout faire ça avant l'Assemblée de Constitution. Donc, c'est quelque chose qui va de bon se faire. Je garde-tu le micro? Ben, oui, garde-le. Non, en tout cas, juste une petite parenthèse. C'est sûr que là, on apprend que Blue Earth va déposer, ou en tout cas, il s'apprête il est en train de monter son projet. Ça serait le fun qu'on puisse aussi suivre la Régie de l'énergie, comment ça va fonctionner. C'est quand même des gros sous. Fait que les citoyens, je pense que ça pourrait être intéressant de savoir comment ça va fonctionner. Merci pour la réponse concernant ça. OK, mon deuxième point, c'était le projet de règlement 234-2025 de Saint-Georges-de-Windsor. Le point tantôt, là, ouais. Là, je suis rendu à mon autre point. Oui, c'est ça. Fait que là, vous venez de l'adopter. Moi, je vais être sûr de bien comprendre. M. Marcotte, j'avais posé la question à l'époque, comment vous allez faire pour adopter ça? Là, vous m'aviez répondu, ben, on a reçu une résolution de l'ancien conseil municipal d'avant les élections, soit en septembre ou en octobre 2025. Ils vous avaient transmis une résolution à l'effet qu'eux autres, ils vous expliquaient leur intention, ils vous confirmaient leur intention d'adopter la version finale du règlement. OK? Là, vous dites que vous avez cette résolution-là, et puis qu'il y a eu des consultations publiques. Est-ce que quand vous dites consultation publique, parlez-vous de la présentation du règlement qui a eu lieu le 8 décembre dernier? Oui, à Saint-Georges-de-Windsor, OK. avec la population. Il n'y en a pas eu d'autres? Non, il y a juste celui-là. OK. J'imagine que vous avez pris connaissance de ce qui s'est dit. Dans le fond, c'est l'administratif de la municipalité qui l'a fait. Ouais. Ils ont procédé à des ajustements entre le projet de règlement présenté puis à l'issue des commentaires. Ça, on a laissé l'administration de Saint-Georges-de-Windsor s'en occuper, c'est-à-dire avec leur urbanisme, avec l'équipe municipale. Donc, et ils ont formé un comité avec les élus qui ne sont pas dans une situation de conflit d'intérêt pour finaliser la proposition à remonter à la MRC. Fait que nous, la MRC, on ne s'est pas occupé de ça. Donc, on leur a laissé vraiment la prérogative du contenu réglementaire. Après ça, donc, on s'est assuré de les accompagner au niveau du cadre légal. Donc, l'avocate de la municipalité a été présente dans toutes les discussions de la séquence pour que nous, après ça, à la MRC, on obtienne une version finale
sur laquelle on va devoir éventuellement se prononcer sa conformité au schéma. Mais on ne l'a pas fait. On n'a pas teinté le processus d'adoption locale par rapport à l'éventuelle concordance. On a donné un avis préliminaire comme on fait dans n'importe quel règlement, mais on n'a pas fait de modification, on n'a pas exigé de modification. Donc, à ce moment-là, quand on va recevoir ça fait drôle, là, mais qu'on va s'envoyer à nous-mêmes, ultimement, parce que là, on agit au nom de Saint-Georges de Windsor. Quand on va la recevoir, bien là, on va faire l'évaluation de la concordance au schéma d'aménagement. Fait que vous allez voir probablement dans 3 mois, peut-être, un avis de conformité de la MRC par rapport à la réglementation qu'on a déjà adoptée. Ah, OK. Là, je comprends que même si vous l'avez adopté, on va pouvoir y mettre un avis de conformité. Vous allez vérifier la conformité de ce qui est inclus dans le projet de règlement. Dans le règlement, là, on est tout projet. Dans le règlement, si vous voulez. Et puis, il pourrait y avoir des modifications si ça ne concorde pas avec l'orientation du schéma. Dans ce cas-là, ça serait des modifications imposées par une concordance au schéma de management. C'est ici, je ne serais pas en mesure de me prononcer aujourd'hui sur tout le contenu, mais c'est la mécanique. Fait qu'en vertu des pouvoirs qui est prévu au code municipal, on s'est prononcé au nom de Saint-Georges de Windsor aujourd'hui. Et quand le personnel de la MRC va terminer le processus de la concordance, on va se prononcer en vertu de nos pouvoirs, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, par rapport aux dispositions liées à la concordance au schéma. Là où je suis un peu surpris, Oui, vas-y. Là, je suis un peu surpris, c'est que vous avez adopté le règlement sans tenir compte du suivi qui a été apporté à cette consultation publique. Bien, c'est la responsabilité de la municipalité locale. Oui, mais là, c'est ça. J'essaie de voir, moi, de voir qu'est-ce qui avait été apporté comme suivi. Il y a eu beaucoup de commentaires. Vous pouvez demander à l'administratif de la municipalité de vous le fournir. Ouais, mettons ici à la MRC, si on fait une consultation publique sur un schéma d'aménagement, une modification, c'est le personnel qui va faire les recommandations pour la modification. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure que la municipalité ait bien tenu un comité pour que ce juste soit la directrice générale qui porte ça sur ses épaules, ce qui a été fait. Donc, ça a été même supervision de l'aviseur légal. Puis au final, la MRC l'a reçu aussi pour adoption. Fait que nous, on procède à l'acte d'adoption. Tout simplement. C'est ce qu'on a fait. Sans regarder tout ce qui a été fait par la municipalité. C'est ça. On laisse cette prérogative-là à la municipalité locale, à l'équipe administrative de la municipalité. OK. T'as quoi le numéro de la résolution? Ça peut être difficile de me la donner peut-être là, mais j'aimerais bien avoir le numéro de la résolution de septembre ou octobre dernier. Je l'ai cherché sur le site de la municipalité de Saint-Georges, je ne l'ai pas trouvé. La résolution qui vous a transmis leur intention. On ne demande pas là, de faire tout. L'information directement en direction générale? Saint-Georges? Bon, on va sur le site Internet, au lieu d'être là. Interpeller la direction générale de la municipalité, elle va vous donner ses numéros de résolution à elle. OK, on va faire ça. OK, merci. Ensuite, mon troisième point, je voulais savoir actuellement, est-ce que la MRC des Sources ou encore la municipalité de Val-des-Sources est liée par une entente quelconque avec Blue Earth ou un autre promoteur d'énergie renouvelable sur le territoire? Ben, pour ce qui est de la Val-des-Sources, je vais parler peut-être Isabelle. Ben, je veux savoir si la MRC est liée par une entente avec Blue Earth, une entente quelconque. Ou si la MRC des Sources n'est pas liée, la municipalité de Val-des-Sources. Il y en a entente avec Val-des-Sources sûrement, à cause du terrain. Ben, avec l'appel d'offres qu'on a eu à répondre pour l'énergie solaire. Non, toute énergie confondue, que ce soit l'éolien, le solaire, l'énergie renouvelable. Okay. Est-ce que vous avez signé une entente quelconque avec un promoteur comme Blue Earth ou un autre promoteur d'énergie renouvelable? Au niveau du solaire, il a été déposé fin mars. Il y a une entente qui est sur le terrain de Val-des-Sources. Nous, on a des terrains qui seront exploités là, si l'appel d'offres est accepté. Okay. C'est sûr qu'il a fallu signer parce qu'il y a des redevances de location et tout ça là, sur les terrains à la place de Chine. C'est quoi la nature de l'entente que vous avez signée? Le dépôt. C'est pour répondre à l'appel d'offres du projet solaire. C'est tout. Parce que la notion, on a signé pour le dépôt solaire. OK. Fait qu'il n'y a aucune autre forme d'entente qui vous lie à Blue Earth ou à un autre promoteur d'énergie pour le solaire. Okay. Ça serait quoi vos idées d'entente qu'on pourrait avoir? Ben, c'est à vous de me le dire. Moi, je ne travaille pas dans le domaine. Moi, je veux savoir si d'un fois, Blue Earth pourrait vous dire, ou un autre promoteur,
hey, on signe une entente d'exclusivité sur le territoire ou on signe une entente De confidentialité. de confidentialité ou de prioriser ce promoteur-là plutôt qu'un autre pour faire la promotion de leur projet, des trucs comme ça. Signer une entente, êtes-vous lié par une entente? C'est ça que je veux savoir, tout simplement. Ben, je suis salaire, c'est ça, c'est le salaire. Non, c'est le salaire, que ce soit éolien, non, n'importe quoi. Il n'y a pas d'entente de cette nature-là par rapport à l'exclusivité ou quoi que ce soit. Non, mais Caractère d'exclusivité. toute forme d'entente. L'entente de confidentialité, on en a signé en 2023 pour le projet. On s'attend à devoir éventuellement en signer une dans l'avancement du projet sur le territoire, mais pour le moment, il n'y a rien qui a été signé par les membres du conseil. Donc, on n'est pas liés. Moi, j'ai une entente de confidentialité avec eux autres par rapport aux données financières, aux informations par rapport au développement. Donc, mais je n'ai pas d'entente relative au fait de faire la promotion de l'entreprise, ou que ce soit le nom. Et il n'y a pas non plus d'entente d'exclusivité relative à Blue World. S'il y a un autre promoteur qui nous approchait, même tout à fait dans l'opportunité de discuter avec eux. Il n'y a aucune entente, mis à part ce que vous venez de mentionner. Il n'y a aucune entente qui lie la MRC. OK. Dernière. Oui, petite dernière, justement. Une demande. Est-ce qu'on pourrait rajouter un point sur l'éolien à tous les autres jours qui vont suivre les de séance? Ben, il y a le CCTV, là, ça. Ouais. Ben là, on n'a pas eu de rencontre, mais c'est sûr. Ah, ben oui, le mois oui. prochain, on aura. Oui, on l'a vu. Je l'ai vu tantôt. Là. Le 6.2, la transition énergétique, on a mis un point systématique. Il est là. Le 6.2. Oui, parce que Mme Sartre de mentionner qu'il y a une rencontre. Non, il y a deux points. Il y a deux points. Il y a le CTI, mais aussi le mot de l'information de la MRC. On le retrouve à 6.2 à ce point-ci. Il est là. OK. Merci. Merci. Merci à vous. Donc, on poursuit. L'environnement, 16.1, c'est d'emplacement, 16.1.1, le revenu de dépenses au 30 avril 2026. Donc, c'était M. Perrault, propose secondé. M. Bernier. À 16.1.2, donc, l'état comparatif financier au 31 mars 2026, donc c'est une information pour vous. À 16.3.1, recommandation au Fonds et aux résiliences climatiques, adoption du projet FARC 2026-01 pour l'eau potable au niveau de la municipalité de Saint-Adrien. Monsieur Leblanc. Le Fonds eau et résilience climatique de la MRC présentait une somme résiduelle de 8 245,83 cents pour être exact pour l'année 2026. Donc, un appel à projet ciblé a donc été fait auprès des municipalités. Et un projet admissible a été déposé par la municipalité de Saint-Adrien qui vise à améliorer l'accès à l'eau potable dans son périmètre urbain. Donc, après évaluation par le comité d'analyse, il recommande d'octroyer la somme de 3 465,27 qui représente 50 de la valeur du projet à la municipalité de Saint-Adrien. Nous sommes toujours dans l'attente d'autres projets pour écouler les sommes résiduelles au projet, au FERC. Merci. Donc, proposer M. Pinard et Mme Sapp. MRC Finance 17.1.1, les états des revenus et dépenses au 30 avril 2026. Si ça semble correct, M. Perrault. Et Mme Sapp, à Windsor, excusez. Ça va vite. 17.1.2, c'est la liste des chèques du 1er avril au 30 avril. Mme Sapp. Mme Fortier. Et 17.1.3, c'est les états comparatifs financiers au 31 mars, donc c'est le type d'information. Merci à l'administration, le 18.1 règlement 298-26 relatif à un règlement d'emprunt pour la mise à niveau des infrastructures sanitaires au parc régional du Mont-Ham. M. Macron. Donc, c'est un projet qui est issu de deux beaux problèmes. Un achalandage qui ne cesse de croître et un projet de développement, d'hébergement, donc en partenariat avec les LNP. Donc, un super de beaux projets qui, on espère, pourront ouvrir en juillet prochain. Donc, ici, le règlement d'emprunt, ça vise à permettre la mise à niveau des infrastructures sanitaires, donc les fosses septiques. Parce que l'obtention du certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement
nous exige d'accroître de manière significative la capacité des infrastructures de par notamment l'achalandage et l'ajout de charges prévisionnelles avec les projets d'hébergement. Donc, le règlement d'emprunt ici, c'est un projet qui totalise, le règlement stipule que pour le projet, on pourrait procéder à un emprunt de 577 500 remboursable sur une durée de 25 ans. Donc, la directrice s'engage dans le cadre de ce règlement-là à assumer les 5 premières années et va travailler avec la corporation là, du MOAM pour une entente pour la suite. Mais aujourd'hui, on est vraiment à l'adoption du règlement pour 577 500 par an. Merci. Donc, proposé, M. Pinard et Mme Forcier. Donc, à 18.2, tu n'as une motion. Donc, le Conseil propose de déplacer la période de questions comme on l'est actuellement. On l'avait fait déplacer pour un projet, dans le fond, sur 3 mois. Donc, ce qu'on propose, c'est de garder justement, comme on est là, en milieu de séance ou à peu près. Proposer M. Perrault. Ça va ouvrir? Non. Monsieur. C'est un avis de Madame Passé. Pardon? Ah, c'est juste un avis de motion. Excusez-moi. Là, par exemple, 18.3, c'est le règlement. Donc, j'aime sa place. Donc, proposer, M. Bernier, secondé, Mme Sartre. Au point Varia, j'ai un point au point Varia, c'est une motion de félicitation pour les finissants et les finissantes de la MRC des Sources. En juin, 108 jeunes de la région des Sources recevront leur diplôme d'études secondaires. La MRC des Sources souhaite féliciter ces jeunes pour l'obtention de leur diplôme. Nous souhaitons saluer la persévérance dont ils ont fait preuve pour atteindre ce grand accomplissement. Soulignons également l'accomplissement des jeunes de 6e année qui termineront à leur tour leur parcours à l'école primaire au même moment. Bravo à tous pour ce beau travail, c'est réussite et votre détermination. Votre région est fière de vous. Le soutien de la persévérance scolaire est une priorité d'intervention identifiée dans le cadre d'intervention pour la vitalité du territoire adopté par le Conseil le 18 mars 2026. Et voilà. Donc, oui, proposé pour Mme Sartre, et à l'unanimité. Oui, parfait. Et donc, pour la levée de la séance. Madame Wheeler. Merci pour votre présence et vos questions.